hier après l'intervention de Michel Aglietta, sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Alors on devait avoir 4 intervenants. J'excuse tout de suite Aurore Laluc, la députée européenne, qui travaille en ce moment sur 3 directives, et donc ils lui ont collé des réunions supplémentaires aujourd'hui, et elle n'a pas pu du coup se déplacer jusqu'à long terme. On a quand même 3 intervenants de qualité. Xavier Rago, le président de l'OFCE, Olivier Baudin, tout de suite à ma droite, qui est cofondateur de l'ONG Green Intervention, et puis Anne-Laure Delatte, qui est chercheuse au CNRS et prof à Dauphine. Évidemment, quand Laurence Cialom a décidé du thème, on ne pouvait pas savoir que l'actualité serait autre. On a l'impression que on est sur une table ronde gentille de scientifiques complètement décalée de l'actualité, mais ce serait une erreur de penser ça. L'actualité, bien sûr, c'est celle du conflit en Ukraine et de ses répercussions économiques, et on voit que le gouvernement français, comme d'autres, apporte un soutien budgétaire dont on estime à peu près qu'il correspond à la compensation d'un tiers de perte du pouvoir d'achat subie par les ménages. Mais on voit bien que la question du budget, de jusqu'où, dans une économie de guerre, on peut aller du côté des États dans une forme de politique budgétaire de soutien à l'activité, eh bien, la question des règles budgétaires pour aujourd'hui et pour demain est posée. La deuxième actualité, c'est celle de la pandémie qui ne nous a toujours pas quittés, puisque vous savez que les cas remontent, et là, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est bien évidemment du fait de cette pandémie que les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance ont été suspendues, repoussées, et que la négociation est ouverte. Notre propre ministre des Finances a dit que les règles en étaient obsolètes, qu'il fallait trouver autre chose. Et puis notre troisième actualité, bien sûr, en France, nous particulièrement qui nous intéresse, c'est celle de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, j'ai été regarder un petit peu les programmes de quelques-uns des candidates, pour voir ce qu'ils nous proposaient sur le sujet, et la réponse, c'est pas grand-chose. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a présenté son 24 pages de projet. Il n'y a pas d'entrée Europe, en fait. Il y a une entrée autonomie, et dans l'entrée autonomie, il y a un petit paragraphe sur l'autonomie de l'Europe. Emmanuel Macron, s'il est réélu, souhaite renforcer l'autonomie énergétique, technologique et stratégique de l'Europe. De l'autre côté du champ politique, Yannick Jadot souhaite réformer en profondeur les règles budgétaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Je n'ai pas plus de précision. C'est plus dans le programme de Valérie Pécresse, mais il y a quelque temps, quand j'avais regardé ça au début, elle nous disait qu'elle acceptait que dans les règles d'investissement public, on puisse sortir certains types d'investissements, peut-être verts, peut-être défense, pas trop, c'était pas très précis, mais en tout cas il y avait une position de principe intéressante. Mais j'ai de nouveau regardé son programme ce matin, je n'ai plus trouvé cette proposition. Et puis pour faire plaisir à tout le monde autour de la table, j'ai regardé le programme de Jean-Luc Mélenchon aussi, je ne regarde personne, qui lui veut abroger la règle des 3%, 60%, et souhaite que les États puissent récupérer leur souveraineté budgétaire. Donc ça fait vraiment des projets politiques très très ouverts. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, ce n'est pas la France qui va décider toute seule. L'Allemagne, bien évidemment, aussi est très, très présente dans ce type de décision. Christian Lindner, le ministre des Finances allemand, a dit un jour en Financial Times qu'il fallait revoir les règles dans un sens favorable à l'investissement et à la croissance. Et puis 2 mois plus tard, il a dit qu'il fallait que les règles soient quand même très restrictives, qu'on ne veut pas que les pays fassent n'importe quoi. Donc personnellement, je ne sais pas trop où en est l'Allemagne. Je compte sur les 3 intervenants pour nous préciser les choses. Et donc je donne tout de suite la parole à Xavier Rago, le président de l'OFCE, pour qu'il nous éclaire un peu ce débat. Merci Xavier. Combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être faut que je déplace mon micro. Ouais. Alors, merci Christian, et cette question des règles et de l'encadrement budgétaire européen est une question centrale, et j'ai un point de vue un peu décalé sur le sujet. C'est-à-dire que on se concentre beaucoup sur le sujet en France, et c'est peut-être pas le sujet central de la dynamique européenne dans les 5 ans qui viennent. Je vais élaborer. Je pense que, je
discutais avec un conseiller de Schäuble, Luger Schutnecht, et il me disait, et vous comprendrez à la fin de mon intervention, dans la gouvernance européenne, l'Allemagne a perdu, la France a gagné. La vision allemande d'une coordination économique a échoué, et donc maintenant on est dans un autre mode, qui est la construction française d'une coordination économique. Bien sûr que je ne vais pas vous raconter maintenant, que vous comprendrez à la fin de mon intervention. C'était le suspense. Mais je vais commencer d'abord par notre compréhension des règles et une certaine confusion, qui me semble dans la question des règles. Au départ, les règles de Maastricht, les 3% à 60%, c'était vraiment des montants maxima, et on pensait que les États allaient gérer leur politique économique en deçà, vers 40-50% de dette. Aujourd'hui, ça paraît incroyable ce monde-là. Sauf que la gestion catastrophique macroéconomique des années 90 a entraîné des récessions massives au niveau mondial, qui fait qu'on est rentré dans l'euro à 60% de dette publique et on a continué à diverger. Et donc les règles ont changé de nature. Des règles, c'était des maxima, et ça devait faire peur qu'on approchait la règle, et tout le monde était à la règle, et la règle a changé de nature. Sans le dire, maintenant, les règles sont perçues par beaucoup comme des outils de bonne politique économique. Pas des maxima pour éviter les externalités. Et l'idée de la règle initiale, c'est-à-dire si un pays s'endette trop, il va ponctionner l'épargne mondiale, il va faire augmenter les taux d'intérêt. C'est le common pool vision qu'avait l'Allemagne, qui est une vision très naïve en équilibre partiel, une vision très naïve, hein, vraiment d'équilibre partiel des marchés financiers. Et donc il fallait limiter les ponctions des pays sur la demande mondiale pour laisser de l'épargne à d'autres pays que les taux d'intérêt n'augmentent pas dans les autres pays. Et donc il y avait ces maxima. Dès 2003-2004, les pays butent sur la règle et vient la discussion de la Commission européenne en disant on va mettre dans la règle des règles, des mesures, des notions économiques pour que la règle soit des mesures de bonne politique économique pays par pays. Et donc, ça change complètement de nature. La règle devient prescriptive de bonne politique économique et donc on a mis dans les règles, on a essayé d'avoir, comme c'est des bonnes politiques économiques pour gérer la dette publique dans le cycle, il faut qu'elle soit contracyclique. Et donc on met l'output gap, on met les déficits structurels, c'est la réforme de 2012-2013. Ensuite, il faut tenir compte du rythme de consolidation budgétaire. Donc on met des maxima de consolidation budgétaire, etc., etc. Et donc la règle change et devient une orientation pour tous les pays de l'Union européenne, la bonne orientation de politique économique. Et ça, je pense, il faut absolument se battre contre cette idée-là. La règle doit limiter les externalités négatives, si elles existent, et on va élaborer, elles changent de nature. Ça ne doit absolument pas être des guides de politique économique, ça ne marchera pas. Parce que ça ne marchera pas. Et c'est pour ça, et je vais très vite au premier point d'étape, que personnellement je suis contre exclure l'investissement vert de la règle. Je pense que ça n'a aucun sens. Pourquoi exclure l'investissement vert? Pourquoi pas exclure l'investissement pour la santé? Pourquoi pas exclure l'investissement pour la défense? Pourquoi pas exclure l'investissement pour l'éducation? Laissons les pays choisir leur investissement. Ce n'est pas l'Europe qui va dire « vous n'avez pas le droit, mais moi je pense, administration européenne, que ça, vous avez le droit parce que moi je le veux ». Quelle est la légitimité du système européen pour orienter les choix d'investissement public des pays? Zéro. On peut rentrer dans le détail du Parlement, etc. Il n'y a pas de représentation politique qui permettrait de dire l'orientation des investissements par pays. Bien sûr que je suis pour l'investissement pour la transition énergétique, mais ça n'a pas de sens de mettre dans la règle, parce que ce n'est pas le but de la règle. Ça va être le but d'un choix démocratique d'orientation vers une transition énergétique, avec tous les outils, l'investissement public en fait partie, la réglementation en fait partie, etc., etc. Toute la fiscalité en fait partie, c'est un changement systémique. Il ne faut pas que les règles l'empêchent. Mais il ne faut pas qu'elles orientent l'investissement public. Moi, ça me semble une mauvaise idée. Donc il y a eu un consensus politique, au départ, il y a 2-3 mois, en disant, on semblait que le consensus européen vers l'évolution de la règle allait vers la règle d'or en excluant l'investissement vert. Et finalement, depuis 2-3 semaines, je pense qu'on est sorti de ça, et c'est plus ça, ça va être le point d'arrivée. Ça a un autre point d'arrivée. Parce que je pense que quand on essaie de l'instruire, on voit que ça ne marche pas. L'investissement public pour la transition énergétique,
Il y a par exemple pour la France, l'estimation d'I4C et de d'autres qu'on a fait, c'est entre 7 et 8 milliards. C'est tout petit. Par an. C'est tout petit, c'est un quart de point de PIB. Enfin, on ne va pas changer le traité pour un quart de point de PIB d'investissement public, on peut le faire. Enfin, on peut le faire en impôt, enfin, on le fait et puis c'est tout, quoi. Donc ça me semble démesuré c'est survalorisé politiquement et c'est sous-opérationnel au niveau des masses de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tas d'autres choses qui font la transition énergétique. Et maintenant, bien sûr, comme tu as dit Christian, avec la question d'Ukraine, l'investissement pour la défense en fait partie, l'investissement pour la santé en fait partie avec le Covid, et bien sûr, ce qu'on sait pour la bonne politique économique, l'investissement massif qu'il faut en France, c'est pour l'éducation, jusqu'à tous les niveaux d'éducation. Il faut défendre l'investissement dans le système éducatif, et c'est compté, comme vous savez, c'est pas compté comme investissement public, c'est compté comme des dépenses publiques, parce que c'est essentiellement des salaires. Mais c'est l'investissement public, je pense, qui serait le plus rentable. Donc je ne voudrais pas que pour des concessions de règles européennes, on grogne sur l'investissement dans l'éducation, qui est les grandes masses importantes, qui est compté comme des dépenses publiques et pas comme l'investissement en comptabilité nationale, et qui serait essentiel pour la bonne politique économique de la France. Les autres pays ont d'autres thématiques. C'est mon point 1. Donc je pense que, pour toutes ces raisons, l'évolution du cadre européen n'ira pas vers l'exclusion de l'investissement, qui était une expression, et qu'il y a d'autres fronts qui sont ouverts. Et le front qui est ouvert maintenant, me semble-t-il, c'est de dire que il faut abandonner la critère des 60%. Tout le monde le sait, et là c'est un jeu qui est amusant au niveau européen, tout le monde le sait. Enfin, c'est évident que personne ne va pas retourner à 60%. On fait semblant, on joue un jeu, on parle de 60%, et puis le problème c'est que c'est dans la législation primaire du traité de Maastricht, donc c'est même pas dans la législation secondaire, donc c'est dans le traité, c'est du dur. Donc si on veut changer les 60%, il faut vraiment réouvrir le traité. Et c'est compliqué, et personne ne veut vraiment, parce qu'on ne sait pas quel serait le point d'arrivée. Ce serait, tout le monde voudrait faire des tas de choses, et frugaux, entre guillemets, voudraient aller dans un sens. Et donc il y a un accord implicite de politique économique qu'on peut critiquer, qui est de dire on va pas changer le traité, parce que ça risque d'être trop compliqué, trop long, et peut-être trop tendu, parce qu'on n'est pas sûr d'évolution de politique économique. Cette affirmation est très compliquée, c'est des relations internationales, mais c'est le cas souvent quand on est dans des instances qui nous imposent. Donc, ce qui est proposé, me semble-t-il, maintenant, ce qui va émerger, c'est de dire on va faire semblant de garder le traité, mais on ne va pas l'appliquer. C'est-à-dire qu'on va faire sauter les 60%. Et donc, ce qu'on va faire techniquement, et c'est un peu le sens de ce qu'on avait proposé, pour tout vous dire, avec Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry. On garde le traité, on fait semblant, mais on change. On garde le critère de dette à 60%, mais on le met très très loin, on le met dans, je vais être un peu provocateur, je le mets dans 300 ans, donc je fais une convergence. Et finalement, c'est plus ça qui compte, c'est autre chose, c'est plus le critère de dette. C'est un autre critère qui est une réflexion, non pas sur quelle est la bonne trajectoire de dette, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas à l'Europe de dire quelle est la bonne trajectoire de dette par pays. C'est chaque pays qu'il faut réfléchir dans le débat national. Mais l'Europe doit éviter des dettes qui sont déstabilisatrices, des dettes qui génèrent des externalités négatives. Donc l'Europe doit se doter d'outils pour, si un pays a une trajectoire fiscale déstabilisatrice au niveau européen, c'est-à-dire qui va vers la trajectoire de défaut en particulier, ou qui va vers... ça peut être assez rapide, hein. L'Italie est à 150-160% d'être sur PIB, suivant son taux de croissance dans 2-3 ans. Ça va vite hein, quand même. Le cas d'Italie est vraiment le cas que tout le monde a en tête. Hein. C'est pas abstrait la possibilité d'une divergence de dette. Mais si jamais il y a une divergence de dette, qu'il y ait des outils qui permettent de dire on arrête la dynamique, on incite très fortement le pays à trouver une manière comme il veut, il augmente les impôts, il baisse les dépenses, il fait ce qu'il veut, mais il évite les externalités négatives sur les autres pays. Et donc, ça veut dire qu'on change de logique. Ça renvoie à mon introduction initiale sur l'approche française. C'est plus une règle de fiscalité, c'est une institution qui gère l'insoutenabilité de la dette publique. Donc on passe par une coordination par les règles, qui est l'approche allemande, par une coordination par les institutions, pour un mandat restreint, la soutenabilité de la dette, qui donne un cadre budgétaire.
Et la coordination budgétaire par les institutions, c'est vraiment l'approche française. C'est la contribution française, on veut construire des tas d'institutions. Et un peu trop de temps en temps au niveau européen. Et la question, l'enjeu de cette proposition de construire des institutions qui gèrent juste les cas limites d'instabilité des dettes souveraines, c'est une proposition qui a été faite par Blanchard, Zettelmeier, Leandro, qui ont été trop loin de leur proposition. Ils mettaient la Cour de justice européenne, ils ont trop mis le droit dans l'appréciation de la soutenabilité de la dette. Pour ceux qui connaissent cette proposition, sinon je pourrais la détailler dans des questions. Mais sans aller jusque-là, on peut donner mandat soit à la Commission, soit au Conseil fiscal européen, d'avoir, en lien avec les trésors nationaux, des analyses des trajectoires de dette qui mettent un montant maximal, et en deçà du montant maximal, chaque pays doit bien gérer la macroéconomie suivant les expressions des préférences nationales et autres. Donc, l'enjeu, me semble-t-il, de l'évolution du débat européen, il est double. Il est positif, qu'est-ce qu'on peut faire avec le rapport de force actuel, et normatif, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit possible. L'intersection des deux devrait nous conduire à des recommandations de politique économique. Et j'avoue que l'intersection des deux, moi, plaide pour un renforcement d'une institution lui donner un mandat qui soit discuté par le Parlement européen, qui présente des outils et des analyses au Parlement européen, pour mettre le Parlement européen dans l'appréciation des critères de soutenabilité des dettes, suivant certains débats, notamment la soutenabilité sociale et autres des dettes, et de faire semblant de jouer avec la législation primaire, garder Maastricht en faisant croire qu'on va faire 60% à l'horizon lointain. Ça, c'est mon point 1. Enfin, 1, 2, 3. Hein, Christian. Mon second point, c'est le suivant. Et je serai beaucoup plus court. Pour comprendre l'évolution du cadre européen, la question cruciale maintenant, c'est la dette européenne. Les 750 milliards de dettes européennes, en subventions et en prêts, 360 et 390, qui changent considérablement la donne. Il y a deux modalités de coordination européenne. Soit vous pensez qu'il n'y aura pas de dette européenne, et dans ces cas-là, vous laissez le maximum de liberté aux dettes nationales, soit vous pensez qu'il faut défendre une dette européenne pour financer des biens publics européens. Dans ces cas-là, les dettes sont additives. On peut pas, dans ces cas-là, ça va vers un peu plus de restrictions sur les dettes nationales. Et on est dans une zone où, entre les partenaires européens, il y a deux modèles de construction de l'Europe. Soit on va vers le fédéralisme, on assume une dette européenne, et cette dette européenne sera plus importante que la dette nationale, et ce sera le mode de financement principal des biens publics européens. Soit on pense, ça c'est l'approche française, vous savez, la France elle va aller très loin dans le fédéralisme, et donc je pense, c'est mon appréciation, peut-être que je me trompe, qu'elle est prête à céder sur beaucoup de choses des règles nationales, si jamais il y a un engagement pour avoir une dette européenne. Et l'approche allemande, c'est de dire on ne veut pas une pérennisation de Next Generation EU, et dans ces cas-là, on va avoir on est prêt à lâcher sur les dettes nationales, parce qu'on ne veut pas de Next Generation EU. Donc vous voyez le jeu, c'est-à-dire qu'à court terme, on peut avoir l'impression que les Allemands sont laxistes sur les règles nationales pour essayer d'enterrer la dette publique européenne. C'est ça le jeu qui se joue en ce moment. Et des pays qui peuvent être un peu plus disant moi je veux des règles nationales, parce qu'ils visent derrière la dette européenne et à un moment fédéraliste. Donc on joue le jeu institutionnel qui est en train de se construire au niveau européen est assez complexe. Et c'est un jeu d'un constructivisme fiscal européen. Si on n'a pas ça en tête, je pense qu'on se trompe de perspective sur la réflexion sur l'encadrement budgétaire européen, avec des arguments que je connais bien sur l'austérité, etc. Enfin, un truc qu'on a fait n'importe quoi de 2011 à 2015. Bon, tout ça c'est juste. Mais là, ce qui joue, c'est plus profond, c'est la structure. Ce qui me semble, et je conclurai là-dessus, personnellement, c'est que moi, je suis assez fédéraliste. Je ne vois pas comment on échappera à une production de biens publics européens vers une fiscalité européenne. Je pense que ça devrait être ça notre effort principal pour les questions de santé, l'Agence européenne du médicament et autres, pour les questions de défense, pour les questions du Green New Deal, le niveau européen est bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense dans ce cadre-là les règles nationales, et vous voyez que je serai
prêts à mettre beaucoup pour investir dans des avancées d'une pérennisation de Next Generation EU. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Et je vous ai donné à la fois du normatif et du positif. Et je pense que je serai largement contredit par mes successeurs, donc le débat ne fait que commencer. Merci, c'était très clair. Une petite question, donc on lâche le 60% de dette publique sur PIB et une instance européenne surveille que les trajectoires de dette nationale vont dans le bon sens, entre guillemets, mais qui décide que 120%, 130% de public sur PIB en Italie, c'est bien ou c'est pas bien? Les Italiens eux-mêmes. Dans le processus, c'est le Trésor italien qui amène un projet, une trajectoire fiscale à 5 ans. Quand il dit fiscal, c'est budgétaire. C'est budgétaire, à la fois l'actif, le passif et le montant de dette. C'est fiscal au sens anglo-saxon. C'est donc budgétaire global. C'est validé comme étant soutenable ou pas au niveau européen. Par qui? Par cette instance Par soit, grosso modo, par soit la Commission, soit par un morceau de la Commission qui valide. Comme elle valide, si Crisia, la Banque centrale, a mandat de racheter la dette si les taux augmentent, parce que si les taux augmentent, ça n'a pas de liquidité et pas de solvabilité. Donc ça ouvre le guichet à l'accès à la liquidité Banque centrale, qui permet de stabiliser ces montants de dette si choc il y a. Parce que ex ante, on a dit, c'est un problème, c'est stable, donc si les taux augmentent, c'est un problème de liquidité. Donc ça permet de couvrir la Banque centrale, qui est très demandeuse de ça, d'une validation de rachat de dette nationale par une instance qui dit oui, cette dette est soutenable. Et donc si on passe à une dette européenne plus forte, avec ressources fiscales européennes plus fortes, quelles seraient les sources? Alors les sources, quelles sont les ressources propres européennes? Il y a beaucoup de débats. Alors les trucs, pour moi, je le dis parce qu'il y a un peu une confusion. Qui dit ressources fiscales européennes dit ressources nationales en moins. Il n'y a pas de ressources fiscales européennes qui seraient des ressources magiques, qui seraient en plus des ressources fiscales. Taxe sur les transactions financières. Ouais, si on taxe les transactions financières, on donne au budget européen, c'est-à-dire qu'on ne donne pas au budget national. Enfin, c'est substitut. On taxe les gens, soit on met l'argent à droite ou à gauche, mais c'est substitut. Donc c'est un point. Donc quand on dit maintenant les taxes nouvelles européennes, c'est taxes sur le plastique, taxes sur les transactions financières, taxes sur nos frontières, donc ça c'est des petits montants en fait. On tourne autour des petits montants. Donc le vrai truc c'est qu'il faudrait soit c'est un morceau d'IS national qui aille au budget européen, soit un morceau de TVA, qui sont deux taxes qui ont des bonnes propriétés parce qu'elles sont très procycliques. Donc elles s'effondrent quand ça va mal, elles augmentent quand ça va bien, donc ça stabilise aussi, c'est des bonnes taxes. Donc c'est ça qui serait l'enjeu à terme, c'est d'avoir des montants de TVA européens et des montants d'IS européens. Ok, merci beaucoup. Anne-Laure Delatte. Je prends le micro peut-être. Je ne suis pas sûre qu'il marchait. Si, si. Ah ok, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci de me laisser l'opportunité de discuter ce sujet qui, en effet, comme tu l'as introduit, pouvait sembler manquer d'actualité a priori et en fait est au cœur de l'actualité puisque discuter du cadre budgétaire européen, c'est en fait discuter de la capacité des États à la fois à faire des dépenses publiques pour accompagner la transition climatique et donc réduire notre dépendance, là par exemple, à l'énergie russe, mais aussi la capacité des États à protéger les ménages les plus pauvres qui sont le plus affectés par les chocs, à la fois choc pandémique, choc guerre en Ukraine. Et en réalité, on va vers une séquence de chocs. Bon, on ne s'attendait pas à avoir la pandémie et le choc d'après. Enfin, on pensait qu'on allait finir la pandémie, avoir quelques mois pour respirer. Et en fait, on a les deux en même temps. Mais moi, le rapport du GIS, le rapport du GIEC et des analyses suggèrent que de toute façon, on a 30 ans assez compliqués. Donc, il va falloir donner une capacité budgétaire aux États pour qu'ils assurent à la fois la transition et la protection. Donc c'est là qu'on est vraiment, à mon avis, au cœur de l'actualité. Je vais réagir un petit peu à ce qu'a dit Xavier au fur et à mesure de l'intervention. Il y a plein de choses,
il y a plein de choses à discuter et il y a des éléments sur lesquels je suis en vrai accord, en particulier sur la dette, mais tu vas voir qu'on n'a pas exactement les mêmes modalités en tête. Donc, pour le rappeler rapidement, la pandémie commence et à peine un mois après, on suspend les règles budgétaires. On était à la fois, moi personnellement j'étais surprise parce que c'était une décision assez radicale, mais qui était évidemment nécessaire, mais comme souvent, la pandémie est venue accélérer quelque chose, et en réalité, on avait tous en tête que ces règles budgétaires posaient problème. Il y avait déjà une analyse critique, évidemment, de ce cadre réglementaire, bien avant la crise. Alors, pour commencer, juste, j'ai essayé de me dire qu'est-ce que c'était l'ancien monde et qu'est-ce que c'est le nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer, de la perspective budgétaire. D'abord, donc dans l'ancien monde, on savait que ces règles étaient pas adaptées, n'étaient pas adaptées, notamment parce qu'elles ne permettaient pas une gestion contracyclique de la politique économique. On a appelé le pacte de stabilité le pacte de stupidité, et on savait qu'il y avait trop de contraintes. En particulier, on a fait le bilan sur la croissance potentielle en Europe versus États-Unis, et probablement le cadre budgétaire est une des raisons pour lesquelles on a pris autant de retard, parce que l'investissement public a été freiné à un moment par ces règles. Et en particulier, il faut avoir en tête que l'investissement public, c'est un investissement qui est... c'est une dépense invisible. En fait, il est plus facile de couper de l'investissement que de réduire des postes de fonctionnaires, même si on est capable de le faire aussi, mais c'est vraiment une dépense assez sensible. Et l'autre élément qui va toucher à ce que racontait Xavier, c'est que l'élément de l'ancien monde, c'est qu'on commençait à avoir une sacrée tension entre la Banque Centrale Européenne et les gouvernements, les responsables budgétaires en Europe. En fait, il y a une tension. Le cadre budgétaire contraignant, il a mis l'outil budgétaire au second rang dans les 15 dernières années. Donc, cadre budgétaire contraignant, et en plus, en Europe, l'outil fiscal, pour le coup, l'impôt, a été amoindri à la fois parce qu'on s'est mis dans un système de concurrence fiscale entre nous. On n'a pas d'harmonisation de ce point de vue-là. On est les champions du monde de l'évitement fiscal. On a au cœur de notre puissance économique 2 ou 3 juridictions qui permettent aux multinationales de réduire considérablement leur impôt. Et il y a une complaisance publique qui a poussé au final une baisse des recettes fiscales. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que si en fait, on a eu de moins en moins de capacités budgétaires, on a eu une crise de la dette en 2010-2012 et la Banque Centrale Européenne est venue à la rescousse. Mais là, on est dans une situation très ambiguë, parce que ça n'est pas dans la mission de la Banque Centrale Européenne de resserrer les spreads, comme disait Lagarde le 12 mars, elle disait « I'm not here to close the spread ». Ben si, en fait, elle l'a fait 5 jours après, mais on a une ambiguïté sur le mandat. Quand tu dis on demandera à la Banque Centrale Européenne, enfin elle aura mandat pour racheter de la dette, on est quand même censé mettre en place une politique monétaire expansionniste, un QE avec des spécificités européennes, mais dont l'objectif n'est pas de réduire le coût d'emprunt. Il se trouve que c'est une conséquence. Mais on est alors vraiment dans une très belle ambiguïté qui arrange tout le monde, mais en même temps qui met une sacrée tension sur la capacité de la politique monétaire à réagir quand il y a autre chose qu'un choc souverain sur la dette souveraine. Et là, en particulier en ce moment, on va avoir du mal à resserrer les conditions monétaires. On sent bien qu'il y a une tension entre le resserrement des conditions monétaires, c'est-à-dire, pour l'instant, on réduit un peu les achats de dette, mais le jour où on va... Enfin, on a du mal à réduire ça. Le nouveau monde, maintenant, c'est quoi?
Alors, j'ai commencé comme ça. On a besoin d'investissements pour les infrastructures, la transition climatique, les systèmes de santé, l'éducation, Xavier le disait, et renforcer les systèmes de protection sociale plutôt que en train de faire. On a besoin de compenser pour les chocs, confinement, guerre en Ukraine, choc climatique, tout ça, ça affecte davantage les ménages pauvres que les ménages riches. Donc on a besoin d'argent public pour compenser ça. Et là, il y a vraiment un consensus, il me semble, là-dessus. CF, chèque énergie de Castex. Ça n'est pas l'idéal, il me semble, mais en tout cas, on a compris qu'il fallait ça. Donc on a besoin d'argent public. On a aussi besoin de maintenir des taux d'emprunt des souverains, des États souverains européens bas, avec une dette publique très élevée. Donc là, on a effectivement une tension. Et on a besoin de normaliser le policy mix, c'est-à-dire de baisser la pression, enfin de décentrer la Banque centrale européenne dans la politique économique. Elle a pris beaucoup de place, elle est au centre du gouvernement économique sans même le vouloir, et on a besoin de remettre les choses plus à leur place, et donc de laisser une possibilité d'ailleurs de faire de la politique monétaire qui n'est pas liée. En fait, pour le dire autrement, on veut réduire la fiscal dominance de la politique monétaire. Alors les règles, Xavier l'a dit, le grand consensus qui semblait avoir été opéré il y a quelques mois, c'était de dire il faut sortir l'investissement public des règles. Je ne savais pas qu'on était sorti de ce consensus-là et qu'on était en train de parler d'autre chose, mais moi je voudrais vous parler d'une autre... en tout cas, il y a tout un débat, si on doit faire état de ce qui se fait aujourd'hui, il y a tout un débat sur effectivement comment est-ce qu'on redéfinit les règles, est-ce qu'on prend en compte l'investissement public vert ou pas, est-ce qu'on prend en compte la boucle de gap, comment est-ce qu'on calcule, etc. Mais moi je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler d'une proposition qui a été faite par Draghi et Draghi et Macron le 23 décembre dernier, et qui est basé sur un papier blanc de Javadi et Weimüller, il y a deux autres auteurs, et qui fait une proposition que je trouve très... Enfin, en tout cas, il faut la considérer, un peu sur les règles, je ne vais pas vous discuter ça, beaucoup sur ce qu'on appelle debt assumption, c'est-à-dire une reprise de la dette, une mutualisation d'une partie de la dette des États membres, et qui deviendrait une dette publique. Donc on est dans du Hamilton, fin du 18e, 1792. Là, l'italien et le français proposent de mettre en commun une partie de la dette des États membres. Cette dette, la partie qui serait définie, c'est choc Covid, essentiellement, donc ça veut dire 16-17% du PIB pour nous, 20% pour l'Italie. Et éventuellement, là c'était en décembre, alors il parle de la dette 2008, vous voyez la dernière crise. Il ne pouvait pas parler de l'Ukraine, mais on pourrait parler de l'Ukraine, puisqu'on va générer une nouvelle dette à cause de ce nouveau choc. Donc il me semble que c'est intéressant d'en discuter. L'idée c'est de transférer progressivement une partie des dettes nationales vers une entité européenne qui s'appellerait chez eux l'Agence de la dette, l'Agence européenne de la dette. Celle-ci recevrait des contributions nationales, d'accord, en fait, l'idée c'est qu'on remplace par exemple la dette italienne par de la dette émise par cette agence, donc la dette européenne. L'Italie fait une contribution annuelle à hauteur de ce qu'elle a transféré, mais il y a un petit calcul qui fait qu'en fait, au lieu de payer le taux de marché, elle paye moins que le taux d'émission de cette nouvelle agence.
Donc en gros, leur calcul fait que les charges d'intérêt italiennes baissent à 38% de l'équivalent d'aujourd'hui. Vous voyez, en fait, l'Italie, au lieu d'emprunter pour cette part-là sur les marchés, c'est l'agence qui emprunte pour elle, donc a priori des taux moins élevés, mais en plus, on va retirer un petit facteur qui fait que ça coûtera vraiment plus cher du tout. Ça a été écrit par un Italien et un Français, donc c'est probablement aussi un contexte d'économie politique qu'il faut avoir en tête, hein, évidemment. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, alors, on discutera de l'économie politique après, et savoir si vraiment c'est quelque chose qui a une chance de passer. Mais il me semble que cette solution présente des avantages qui me font penser qu'au moins il faut la prendre au sérieux. La première, c'est que évidemment on a une émission de nouveaux titres européens qui permet de réduire la dette des États membres. Donc là, l'Italie, ça permettrait de baisser à 130%, la France à une centaine de pourcents du PIB. Premièrement, donc ça nous redonne un peu de capacité budgétaire à chacun. Évidemment, l'idée c'est de réduire la charge d'intérêt au moins pour les pays dits périphériques. Mais peut-être je réagirai après. Oui, en fait, mais les souverains restent les principaux émetteurs. Je me suis noté ça. À ce que tu as dit, Xavier, tant qu'il n'y a pas assez de biens publics européens, moi je suis complètement d'accord avec toi sur l'idée qu'il faudrait qu'il y ait des biens publics européens qui soient financés par de la dette et de l'impôt commun. Mais pour l'instant, comme on n'a pas vraiment de gouvernance politique, je ne vois pas ça tout de suite. Donc je l'appelle de mes voeux, mais pour l'instant, il me semble que les souverains resteraient les principaux émetteurs, en réalité. Ensuite, de toute façon, c'est bien comme ça que c'est opéré, puisque c'est à peu près 20% du PIB, et il en reste 100 à gérer par les souverains. Ensuite, l'autre intérêt, pour revenir à ce que pour boucler avec ce que disait Michel dans sa présentation, c'est que ça produit des actifs sûrs, et qu'en fait, on a besoin de ces actifs sûrs, qui sont l'huile nécessaire pour le système financier. Alors, ça ne répond pas aux questions qu'a posées, à l'analyse qu'a faite Michel sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de dette derrière cette monnaie internationale, mais en tout cas, on produit de l'actif sûr, on remplace une partie de l'actif du titre pas sûr italien et espagnol par du titre sûr. Et c'est bien ce qu'avait fait Hamilton, hein. C'est exactement ce qu'avait fait Hamilton à la fin du XVIIIe. Et enfin, on réduit le bilan de la Banque Centrale Européenne, donc on réduit cette ambiguïté qui nous dérange sacrément entre le QE et la dominance fiscale. Le problème essentiel de cette proposition, de mon point de vue, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que ça n'est pas surprenant, ça a été écrit par Weimüller, Javadi, Javadi en particulier, c'est un très bon économiste, il a publié plein de choses, mais alors il n'a pas beaucoup de réflexion en économie politique et en sciences politiques en général, et c'est de nouveau une agence sans aucune légitimité, sans aucune réflexion sur qu'est-ce qui fait la décision et l'adhésion des citoyens à ce type de construction sortie de la tête des experts. Mais alors vraiment les citoyens n'y comprennent rien et c'est comme ça qu'en permanence on n'avance pas sur le programme, sur le projet. Et donc pour conclure, ce qui me semble important, mais ce qui est intéressant, ce qui manque dans leur proposition, c'est évidemment une gouvernance politique et moi je serais plus ambitieuse, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources propres pour émettre de la dette commune, en fait pour émettre encore plus de dettes, pas simplement pour remplacer, mais pour émettre plus de dettes. Et là, je rejoins Xavier, un IS, on avait fait une proposition dans le traité pour la démocratisation de l'Europe en 2017 et 2019, où on proposait on proposait une augmentation du taux d'IS de 15%, de 15 points, pardon. On y allait de façon un peu radicale, mais il me semble que c'est important qu'on ait des ressources fiscales.
Et donc on aurait 15 points récupérés qui deviendraient un impôt commun. Donc c'est-à-dire que si on part de 22, vous avez 22% qui viennent à l'État français et 15 qui vont à l'Europe, donc ça fait un taux d'IS à 37. Et ça nous permettrait, et il faut absolument aussi, en plus, lutter contre l'évitement fiscal, pour boucler avec ce que je disais au départ. C'est-à-dire que si on veut récupérer des ressources propres, il faut s'attaquer absolument à l'évitement fiscal au cœur de l'Europe. Et du point de vue de la gouvernance politique, on avait aussi fait des propositions dans le même traité pour la démocratisation, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lui donner de la légitimité. Quand tu dis il faudra surveiller la dette publique, pardon, enfin moi je ne vois pas du tout la différence entre quand tu dis qu'il faut donner de la souveraineté, rendre la souveraineté aux États pour décider s'ils veulent faire de l'investissement public vert ou de l'éducation ou quoi, il faut leur rendre un petit peu de souveraineté, mais en même temps qui est à une instance extérieure du type commission qui disent ah oui non mais alors là maintenant c'est plus possible, 120% c'est trop ou quoi, enfin en fait pardon mais c'est vraiment transférer le problème. Si tu mets une contrainte par une entité extérieure qui n'est pas élue, qui n'a pas de délibération et qui n'a pas de légitimité, ce sera vécu exactement de la même façon. C'est le conseil. Tu parlais de commission, mais même le conseil, de toute façon, enfin, il ne me semble pas, on a déjà eu ces discussions, mais il me semble qu'il faudrait davantage un parlement qu'un conseil, que le Conseil européen, dans lequel se joue en réalité un conflit créancier-débiteur avec les forts et les faibles, et les forts qui en permanence imposent aux faibles. Bon, en tout cas, nous on avait réfléchi à une chambre parlementaire qui viendrait donner une légitimité pour émettre un nouvel impôt. Et voilà, donc j'ai conclu. Alors je conclus. En faisant un peu de name dropping, ce matin je me suis dit, bon, en fait, à cause de plein de choses, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé depuis un mois sur ce débat-là en particulier, même s'il y a une vraie actualité, en fait, c'est vrai que je ne l'avais pas suivi. Donc j'ai écrit à deux personnes, à Manon Aubry d'un côté qui est députée européenne, et à Weimüller, Charles-Henri, qui est celui qui a écrit le papier blanc et avec qui je travaillais un peu quand j'étais au CEPI. Et c'est très rigolo parce que les deux m'ont dit la même chose, alors que bon, pas forcément du même côté, mais un de façon un peu plus positive que l'autre. Manon m'a dit les discussions sont officiellement encore en route, mais en fait rien de concret sur la table, évidemment, hein, ça a été mis entre parenthèses pour l'instant. Et Charles-Henri répond pour l'instant rien de concret, mais la guerre en Ukraine appuie encore davantage la nécessité d'avancer sur ces sujets-là, et j'ai bon espoir qu'on arrive à quelque chose. Donc bon, alors vous prenez ce que vous voulez, mais il me semble qu'effectivement, plus on va avoir de chocs, moins on pourra éviter ce débat. Juste une question, quel est le problème avec le système actuel, avec toutes ces ambiguïtés, mais l'économie politique c'est toujours ambigu, où on a des États qui se refinancent très facilement, aidés aujourd'hui par la Banque centrale, sûrement un peu moins demain, mais là après c'est la qualité de la Banque centrale qui est d'arriver à sortir de son quantitative easing, en fait de son contrôle des taux d'intérêt auxquels les États empruntent, mais si elle le fait bien, elle va sortir de son quantitative easing et les États vont continuer à réemprunter ce qu'ils doivent pour rembourser leurs dettes. La France 115, pourquoi pas demain 120 s'il y a de l'aide budgétaire à cause de la guerre en Ukraine, si les prix montent plus fort, 125, 130, l'Italie 150. En quoi est-ce que ça pose un problème? Pourquoi est-ce qu'il faut revenir et définir d'autres règles? Ça marche bien, non? En fait, si ta question est pourquoi est-ce qu'il faudrait réduire, par exemple retirer ces 20% de PIB, par exemple en France, en fait, l'idée qu'on a tous en tête, c'est simplement la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire le coût d'emprunt, combien ça nous coûte d'emprunter. Pour l'instant, ça ne nous coûte pas grand-chose. Les taux sont extrêmement bas et on doit en profiter. Il y a des pays européens qui sont beaucoup plus fragiles, et comme le disait Xavier, l'Italie, c'est très concret. Donc pour l'instant, en fait, l'idée, c'est que quand tu dis on va réussir à sortir du QE, c'est bien la crédibilité et la qualité de la Banque centrale qui fait ça. Encore une fois, le QE, l'objectif, c'est
L'objectif, c'est d'augmenter le taux réel. Ça n'est pas de... Enfin, c'est vraiment de la politique monétaire expansionniste pour remonter le taux au-dessus de zéro et pas du tout pour resserrer les spreads, quoi. Donc en fait, on est dans une ambiguïté qui semble, dont les gouvernements s'accommodent très bien pour ne pas augmenter les impôts alors qu'en fait, on a besoin de dépenses publiques. Donc c'est ça en fait Par exemple, il y a un vrai deal. compromis, il y a un vrai compromis qui est tacite entre la Banque centrale et certains gouvernements. D'accord. Donc avec des choix politiques faits sur la dette plutôt que les impôts plutôt que la dette. Et c'est ça en fait le problème de fond. C'est un des problèmes. Moi, si on veut faire de l'économie politique, pour le coup, ça n'est plus de l'économie, mais on arrive à, enfin, la pure économie, on arrive à gérer le Covid en faisant des dépenses énormes et en n'augmentant aucun impôt, sauf la CRDS quand même, de façon discrète, qui s'applique absolument à tout le monde, mais bon, sans du tout remettre en question le fait qu'on puisse, par exemple, augmenter l'impôt sur les successions, ou remettre à plat certains gains pendant le Covid. Très bien. Olivier ? Oui. Oui. Bien, bonjour. D'abord, merci à Laurence d'avoir organisé cette table ronde et c'est un vrai plaisir d'être ici. Je vais aussi être en décalé très vite, mais juste un point pour répondre à Xavier. Je suis assez d'accord en effet avec l'idée que l'initiative sur le bon chemin d'aide doit venir des États membres. Je ne vois pas pourquoi une instance indépendante devrait donner un avis là-dessus. Je pense que c'est... On a la Commission européenne qui est là, qui fait la médiation, qui doit... Et je pense que les gouvernements, et c'est la façon dont ça va nécessairement encore fonctionner un bon bout de temps dans l'union monétaire, doivent aller dans une double arène. Ils doivent d'abord faire adopter par leur Parlement européen leur budget, donc par leur électorat, et ils doivent faire admettre par leurs partenaires au sein du Conseil, avec tous les asymétries qui existent au sein du Conseil, et dont je suis absolument conscient, ils doivent faire admettre que leur budget est soutenable. Et donc, c'est dans l'ADN de cette union monétaire, avec un système qui est pratiquement pas fédéral, et où on a donc ces budgets décentralisés, cette multitude de budgets. Donc nécessairement, il faut cette coordination se faire. Alors après, la question de savoir comment elle se fait, si elle peut encore se faire par des règles, je partage assez bien que c'est plus vraiment possible, en tous les cas pas avec les règles telles qu'elles ont été établies par le droit dérivé en 2011, etc. Ça fait le droit commun, tout ça. Pour ce qui est de la règle verte, la règle des investissements verts, je partage aussi assez curieusement d'ailleurs, paradoxalement cette idée. Dans la proposition de Green Intervention de réforme, nous ne l'avons pas marqué. Et notamment parce que nous pensons que la soutenabilité justement de la dette, la viabilité de la dette à terme, doit non seulement se mesurer selon les critères habituels macroéconomiques, de niveau de déficit, etc., mais aussi parce qu'elle finance. Et c'est là où je diverge complètement de la thèse de Xavier Arago, c'est que en réalité, il y a un engagement européen très fort sur les objectifs climatiques. Et je pense qu'il faut faire rentrer, et de façon extrêmement rigoureuse, et au même niveau que les problèmes de dette, de niveau de dette, il faut faire rentrer des objectifs climatiques dans la gouvernance économique européenne. C'est vraiment là, je crois que j'ai une vraie dissension. On ne peut pas regarder et imaginer que la dette sera soutenable quand on regarde justement les rapports du GIEC que Anne-Laure a mentionné. Les chocs climatiques qui vont venir, la dette ne sera pas soutenable si on n'a pas, chaque pays fait l'effort nécessaire et s'il ne fait pas ce qui est un engagement européen, c'est-à-dire de réduire les émissions de CO2 de 55% par rapport au niveau de 90%. Et ça signifie, juste pour rappel, une réduction de 38%
en 10 ans par rapport au niveau actuel. Parce qu'en 90, on était à 100, on est maintenant à 72, il faut arriver à 45. Donc ça fait juste, on a fait la moitié du chemin en 30 ans, donc il faut faire dans les 9 prochaines années, il faut faire l'autre moitié du chemin. Et ça, je pense que c'est une nécessité absolue pour les prochaines années de regarder en permanence les deux ensemble. Alors, je suis assez d'accord que ce n'est pas la règle verte, et je vais y revenir là-dessus, mais c'est l'ensemble du programme qu'il faut regarder. Donc je pense que les ministres des Finances, quand ils vont à Bruxelles, quand ils vont présenter leur programme, doivent non seulement proposer un chemin de dette, mais doivent aussi proposer un chemin de dépenses publiques et de budget et de composition de leur budget. Ce n'est pas seulement les investissements publics, de composition de leur budget, dépenses, recettes, qui permettent de réaliser ces objectifs. Et là, quand j'ai recommencé à travailler sur ces sujets il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte que les ministères des Finances étaient à peu près nulle part. Je vais m'expliquer. On vient d'un système, et je crois que Xavier Grago l'a parfaitement décrit, dans lequel on a un double pilier pour la coordination des politiques économiques. On a l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est extrêmement prescriptif, qui fixe les valeurs de référence de 60 et 30%, et qui fixe aussi, qui décrit les procédures à mettre en place en cas de déficit budgétaire excessif, etc. etc. Donc ça, c'est une partie. Et on a un article 121 qui est beaucoup plus large et qui encourage les États membres, incite les États membres à coordonner leurs politiques économiques dans le but pour poursuivre les objectifs européens différents. Et donc, ceci a perduré au cours des temps. Depuis le traité de Maastricht, cette distinction entre ce qui relève d'une procédure dure en matière de dette et de déficit et ce qui relève d'un encouragement à coordonner les politiques économiques a perduré. Et ça a mis les ministères des Finances dans une situation extrêmement confortable. Parce qu'ils n'ont pas à s'occuper véritablement des résultats de leur politique. Par rapport, ils peuvent. Et donc, c'est vrai. Et lorsque vous parlez, et je parle assez souvent, aussi bien avec des gens de la DG, ECFIN de la Commission, ou des gens dans les ministères, on leur demande est-ce qu'il ne faudrait pas insérer la problématique des politiques économiques dans la gouvernance, dire ah non, ça c'est le semestre européen. Le semestre européen, c'est une espèce de marais dans lequel on trouve des recommandations de toutes sortes qui vont plus ou moins téléphoner par les ministères nationaux s'ils ont envie de faire passer une réforme, plus ou moins, etc. Donc qui sont absolument sans aucun intérêt. Et d'un autre côté, on a les règles numériques très strictes qui sont là. Et ça, c'est pour moi le vrai problème. Alors, comment on peut sortir de cette affaire ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aurait investissement public pour la transition verte, 0,3% du PIB. Les estimations qu'on a sur les besoins supplémentaires d'investissement totaux, c'est environ 3-4% du PIB. Et c'est là. Et alors, quand ce chiffre est présenté, suit immédiatement après, la grande partie sera faite par les investisseurs privés, et il y aura un peu plus d'investissement, et il y aura une partie qui sera faite par les investissements publics. Et quand vous demandez combien, ouf. Alors il y en a qui disent 1%, mais je n'ai jamais eu de réponse claire sur le besoin en investissement public. Ce chiffre de 3%, il faut comprendre, ça a été un espèce d'aveu d'échec de la part des macroéconomistes. Ils sont allés voir les gens qui font des modèles énergie, qui ont fait tourner leur mécanique avec des modèles extrêmement détaillés sur les différentes sources d'énergie, avec des courbes d'offres et de demandes, etc. Et qui, à la fin, sortent un chiffre d'investissement
Et ça, c'est pris de façon exogène par les macroéconomistes. Comme variable exogène, ils disent voilà, on a besoin de 3% en plus. C'est aussi ce qui est dans le papier de Pisani-Ferry, par exemple, etc. Et qui après, à partir de là, fait tout un raisonnement macroéconomique en disant oui, vous voyez, on a besoin de 3% de PIB d'investissement en plus, donc nécessairement, il faudra faire moins de consommation. Bon. Mais en même temps, on ne sait toujours pas comment ça va agir sur les budgets. On ne sait toujours pas. Donc ça, c'est un premier, ce lien entre l'énergie et la macroéconomie n'est pas encore établi, il n'est pas encore pris en compte par les macroéconomistes, y compris dans les ministères des Finances. Premier point. Deuxième point, le lien entre les politiques publiques et la macroéconomie. En réalité, quand on regarde les stratégies de décarbonation, ça ne se fait pas au niveau macroéconomique, elles sont conçues. Elles sont conçues au niveau des secteurs. Elles sont conçues au niveau du transport, elles sont conçues au niveau de l'urbanisme, elles sont conçues au niveau du logement, elles sont conçues au niveau de la production de renouvelables, elles sont conçues au niveau de l'agriculture. Ce lien-là, je ne le vois pas non plus dans les travaux du ministère des Finances. Et je ne vois pas non plus comment on passe de ces politiques sectorielles à des besoins budgétaires. Or, ces besoins budgétaires ne sont pas des besoins d'investissement uniquement. Ce sont des besoins de subvention, ce sont des besoins de transferts sociaux pour compenser les hausses du prix de l'énergie, ce sont des besoins de soutien à la requalification professionnelle, etc. Donc, les besoins budgétaires ne peuvent être déterminés que par rapport aux politiques sectorielles ou territoriales qui vont être menées. Parce qu'en partie, ce sont des politiques territoriales qui devront être menées. Et ça, je ne le vois pas non plus. Et à mon avis, ça doit rentrer dans la gouvernance économique. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, attendez, vous avez là, le lien avec l'énergie, le lien avec les politiques publiques. Bon, okay. C'est l'âge, ça c'est l'âge. Ah oui. Non, alors, je vais quand même un petit peu élaborer sur le lien avec les politiques publiques. Parce que d'une part, comme je l'ai dit, les besoins budgétaires ne se limitent pas à des besoins en infrastructure, mais vous avez aussi besoin, le succès de ces politiques ne se mesure pas avec des indicateurs monétaires, se mesure avec des indicateurs soit de résultats, c'est-à-dire les émissions de CO2, etc., soit avec des indicateurs plus matériels structurants, le shift de modalités de transport d'un pays à l'autre, le nombre de logements rénovés, etc. Donc ceci fait partie de ce qui devrait être, d'une certaine façon, le b.a.-ba des politiques climatiques. Et ça, on n'a pas non plus. Donc, je vais mettre un dernier point peut-être. Alors, il y a la commission et le comité, comment ça s'appelle en français, le comité budgétaire indépendant. Le Haut Conseil des finances publiques. L'européen. Ah, le Conseil budgétaire européen. Le Conseil budgétaire européen. Le Conseil budgétaire européen et le réseau des institutions indépendantes ont fait une analyse de la capacité des ministères des Finances à élaborer le risque, à identifier les risques fiscaux par les ministères des Finances européens. Et la conclusion est absolument terrifiante. C'est manque d'analyse, manque de cadre d'analyse, manque de données. Vous pouvez lire ça dans un rapport récent de ce réseau. La Commission a fait une analyse des pratiques de budgétisation verte, avec un standard, en demandant un standard qui est relativement faible. Le résultat, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun pays de l'Union européenne qui a un standard acceptable en termes de budgétisation verte. Et donc quand on me dit qu'on ne doit pas mettre dans la gouvernance économique
On ne doit pas parler des dépenses vertes. J'ai un problème, j'ai un gros problème, parce que ça ne permettra pas de réaliser les engagements européens. Et dans la façon, si ça continue comme ça, et qu'on continue à dire « Ah oui !» et que les ministères des Finances disent « Ouh, moi je ne vais pas sortir de ma zone de confort, moi ce qui m'intéresse est de trouver le meilleur moyen de trouver une bonne gestion de dette sans s'occuper de ça », on va dans le mur. Voilà, merci. J'ai envie de poser juste une question, même si je connais malheureusement déjà la réponse, c'est où est-ce qu'on en est au niveau européen pour intégrer ce type de... j'allais dire de contraintes, ou ce type d'incitation avec le micro. Ben, Où est-ce qu'il y a des soutiens politiques pour avancer? Alors nous menons avec d'autres organisations un combat depuis 1 an à peu près dans cette direction. Nous avons réussi maintenant à rassembler un certain nombre de signatures sous un manifeste dont je peux vous lire une des phrases clés, puisque je l'avais noté ici, disant que le cadre budgétaire doit soutenir pleinement la transition juste et la transformation systémique de nos économies ainsi que de nos sociétés afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. C'est ça. Ça a été signé par 130 ONG de tous les États membres, donc on en a dans tous les États membres, de Malte à la Lituanie. Ça a été signé par Olivier Blanchard, ça a été signé par, je crois, 120 ou 130 universitaires. Et je crois, ce que nous essayons de faire, parce qu'on fait aussi à la fois de l'advocacy auprès des ministères, et d'ailleurs j'ai ici reçu un mail sur la dernière conversation avec le Trésor qui confirme à peu près ce que vous avez dit. Et donc, l'idée c'est de 2 choses. D'une part, d'aider les forces plus progressistes ou qui sont plus conscientes de la problématique pendant le processus de décision dans cette direction. Et ça peut être à l'intérieur de la Commission, ça peut être à l'intérieur des gouvernements, de dire qu'un certain nombre de ministères de l'environnement, du climat, etc., disent attention, on a besoin de règles budgétaires qui tiennent la route de ce point de vue-là. C'est qui à l'intérieur de la Commission, par exemple? Ben, il faut regarder l'organigramme. Hein, il y a quand même, bon, il y a la ligne Ecofin avec Dombrovski et Gentiloni, qui n'ont pas tout à fait la même origine politique, je veux dire comme ça, ni les mêmes sensibilités. Et après, il y a la ligne Timmermans. Et d'ailleurs, quand la commission a été nommée avec les 2 vice-présidents Timmermans et Dombrovski, un responsable des finances et l'autre responsable du climat, ma première réaction a été de dire ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, c'est pas possible. Il y en a un qui va faire du climat sans argent. Et en demandant donc c'est un vrai problème. Donc ça c'est une chose, ça c'est l'objectif. Et l'autre objectif c'est de donner à toutes ces organisations au niveau national la capacité d'intervenir au niveau national, y compris pour vérifier pour qu'ils soient conscients que ce qui va se faire dans les programmes budgétaires au cours des prochaines années va être déterminant. Donc c'est la double action que nous essayons de mener. Merci, on attend de prendre quelques questions. Si vous voulez interroger nos 3 panélistes. Pour l'enregistrement, c'est mieux. Question? Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Oui. Pour l'enregistrement, s'il faut. Claire Boisson, conférence en droit public. Je suis particulièrement intéressée par les discussions économiques sur la gouvernance budgétaire européenne. Et je me posais justement cette question qui s'adresse plutôt à Anne-Laure Delattre, qui est entendu le nom. Donc cette proposition de créer une agence européenne de la dette, c'est ça? Je voulais savoir si cette agence européenne, elle est dans cette proposition qui est faite, on l'autorisait à racheter la dette émise directement par les États, ou bien voilà, est-ce que c'est sur le marché primaire ou est-ce que c'est sur, je ne sais pas, j'ai ce doute parce que effectivement dans le traité il est interdit à l'Union européenne, donc à l'Agence centrale européenne
européenne et plus largement l'Union européenne, on ne voit pas trop comment elle pourrait racheter directement la dette des États. Alors, premièrement, pour les détails, je vous renvoie au papier blanc qui est très clair et il y a 3 pages là-dessus, donc c'est rapide. Mais en fait, l'idée, c'est de faire un transfert de la dette détenue au bilan de la Banque Centrale Européenne vers cette agence. En fait. Vous voyez, l'idée, c'est à la fois... on soulage le bilan de la Banque Centrale Européenne et on soulage le stock de dette des États. Mais ça n'est pas, effectivement, non, c'est pas du tout de la dette primaire, c'est aller récupérer ce qui, en fait, est sorti du marché. On le remet sur le marché. C'est intéressant quand même, parce que quand la Banque Centrale Européenne détient dans son bilan de la dette italienne ou de la dette espagnole ou allemande, c'est complètement sorti du marché. En fait, c'est ça qu'elle fait. Donc on la remet sur le marché, mais via une agence, plutôt que de la rendre aux États, quoi, de demander aux États. Enfin, de la remettre sur le marché via des intermédiaires financiers privés. Quoi. C'est pas comme ça. Oui, Jean Prosperi, dont je suis un simple citoyen engagé, dont je suis actif dans l'aide à la recherche d'emploi pour les jeunes en mission locale de Paris, dont je suis retraité. Je souhaiterais savoir, donc c'est une question complémentaire. Vous dites que la dette serait dans ce cas remise sur le marché. Quel est l'intérêt de remettre cette dette sur le marché, puisque donc aujourd'hui elle est dans les comptes de la Banque centrale qui attend passivement, je ne sais pas ce qu'elle attend d'ailleurs, le remboursement par les États, ou elle attend de détruire le montant de dette à son échéance. Quel est l'intérêt de la remettre sur le marché? Ça renvoie un peu au débat qu'on a eu ici sur l'annulation de la dette. Là, l'idée, c'est, je pense que, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans cette proposition, je la trouve intéressante. Je crois que l'intérêt pour les tenants de cette proposition, c'est de soulager le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'est vraiment ça, c'est que effectivement, c'est remis sur le marché, mais c'est remis sur le marché par une agence qui sera censée émettre des titres sûrs à des taux beaucoup plus bas que ce que ferait l'Italie ou d'autres pays périphériques. Et en même temps, on soulage le bilan de la Banque Centrale Européenne, ce qui permet de relâcher une contrainte sur la politique monétaire. Parce qu'aujourd'hui, donc le QE que j'ai très mal défini tout à l'heure, l'objectif c'est d'aplatir la courbe des taux. Ça n'est pas du tout de réduire les taux souverains. Hein. L'objectif partout dans le monde du QE, c'est d'aplatir la courbe des taux. Donc des taux longs, c'est de baisser les taux longs, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le souverain. Et aujourd'hui, aujourd'hui qu'il y a de l'inflation, on a de l'inflation, il faudrait réduire un petit peu cette politique monétaire expansionniste parce qu'elle a créé des liquidités qui ont fait des bulles un peu partout, mais notamment peut-être de l'inflation dans les biens. Maintenant qu'il faut faire ça, en fait, on sent bien qu'on est bloqué parce que la Banque Centrale Européenne, si elle revend des actifs italiens, espagnols, allemands à proportion définie, eh bien, ça va avoir un effet sur le coût de l'emprunt souverain. Merci. Xavier, tu peux... Oui, mais c'est cette proposition je vais dire avec mes mots, c'est un swap d'actifs entre la Banque centrale et une autre institution. C'est la dette détenue par la Banque centrale, on le donne à une autre institution, et cette institution émet de la dette qui est détenue par la Banque centrale. Donc c'est une idée qui a été émise il y a quelque temps par Molico da Luis. C'est une idée qui était aussi émise par les conseils des 5 sages allemands. C'est assez intéressant. Les 5 sages allemands, au moment de la crise des subprimes, avaient dit on peut socialiser la dette au-dessus de 60%. Ça venait d'Allemagne. Et la contrepartie, c'était des mesures assez dures de réforme, etc. Et donc, c'était revient par Wehmüller, effectivement, et il y a aussi Lorenzoni, Guerrieri qui sont dessus. Il y a 3 Italiens et un Français. C'est intéressant comme proposition, mais
je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Moi, ma vision, c'est la chose suivante. On est dans un monde où la Banque centrale détient la dette publique. Soit on dit on enlève la dette publique à la Banque centrale et on revient au monde d'avant et la Banque centrale, c'est un peu ce que tu as décrit en termes, on sort de la dominance fiscale et la Banque centrale refait la politique monétaire, du standard. Soit on assume que maintenant le rôle des banques centrales, ça va être de financer les États. Voilà, on a changé de monde. Maintenant, les banques centrales, leur rôle, c'est le financement monétaire des États. Elles le font dans les faits, on fait semblant de ne pas le dire, mais maintenant on l'assume. Et le rôle des États, maintenant, ça sera de contrôler éventuellement l'inflation par la gestion de la demande agrégée. Ça s'appelle, pour des macroéconomistes, la finance fonctionnelle, ça s'appelle Abba-Lerner, et c'est la partie la plus intéressante de la théorie monétaire de la monnaie. Il y a beaucoup de, enfin, je ne suis pas un fan de plein de choses, et c'est cette partie-là, on a changé de monde. Maintenant, l'État, avec le budget, va gérer la demande agrégée et l'inflation, et la Banque centrale, son rôle, ce sera de permettre aux États de faire ce qu'ils veulent. C'est l'autre équilibre macroéconomique, et je pense que c'est l'équilibre dans lequel on sera inséré. C'est mon pari, on va faire semblant de, pareil, comme les règles, on va garder le mandat, on va faire semblant de garder l'architecture, mais on sera un autre monde. Bon, Artus, il le dit encore plus. Voilà. Mais c'est un peu la même idée, c'est que, en fait, maintenant, voilà, les banques centrales auront un boulot triste d'assurer le financement monétaire des États, et c'est les États qui vont assurer l'inflation. Quand il y a un taux d'inflation, ils vont augmenter les impôts pour baisser la dette publique, et quand il y a pas assez d'inflation, ils vont baisser les impôts pour stimuler le monde agrégé, ils sont super keynésiens. C'est le modèle américain, c'était le modèle des années 50-60, il n'y a rien de scandaleux pour ce modèle, et je pense que c'est le modèle central. Donc le métier de banquier central va devenir triste, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Un peu d'économie de guerre. Ouais, il y a un peu d'économie de guerre aussi. Quand c'est la guerre, on fait ça. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Quand c'est la guerre, la Banque centrale elle rachète tout. Hein. Après l'inflation, c'est un problème de deuxième ordre. On va prendre les deux dernières questions. Une là, une là. Bonjour, Baptiste Bridonneau, je suis doctorant de Laurence. Vous dites qu'aujourd'hui, l'objectif des banques centrales, c'est de financer les États et que potentiellement, si elles arrêtent de le faire, on risque d'avoir des crises de dette souveraine. J'ai une question, j'ai une proposition. En 2012, le Whatever It Takes suffit à calmer les crises de dette, suffit à resserrer les spreads, et en 2012, la Banque centrale n'intervient pas autrement que par la parole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le seul fait d'inscrire dans les traités, ou même que la Banque centrale dise clairement qu'elle se tient prête à racheter de la dette dans le cas où il y aurait un problème, mais qu'elle ne le fasse pas concrètement, suffirait à éviter les crises de dette. Donc en fait, la parole suffirait si c'était clairement inscrit dans les traités ou clairement dit. Donc en fait, à mon sens, le moyen de lutter contre la contradiction entre le fait qu'on a une nécessité pour la Banque centrale de racheter de la dette et en même temps le retour de l'inflation, ce serait de réussir à passer d'un monde où la Banque centrale finance clairement à un monde où la Banque centrale dit qu'elle va financer si crise. Donc en gros, utiliser vraiment l'outil, mais pas comme une arme réelle, mais comme une arme de dissuasion. La question que je pose, c'est comment on peut réussir en termes de discours d'arrêter les achats, quoi, grosso modo, tout en disant, mais aujourd'hui, contrairement au monde post-2012, on se tient prêt à racheter la dette. Et si, deuxième question, juste ensuite, si on arrive à avoir cette arme de dissuasion massive qui s'institutionnalise, est-ce que, donc vous avez parlé encore éventuellement de nouveaux chiffres en termes de dette sur PIB, moi j'ai une vision très Abba-Lerner des choses, c'est-à-dire, et je suis plutôt d'accord avec votre vision en termes d'externalité. En fait, on considère qu'il y a trop de dettes à partir du moment où on voit ces externalités, donc soit le fait que ça récupère l'épargne des autres, que ça fasse de l'inflation chez nos voisins. Est-ce que tout simplement, on ne peut pas dire les nouvelles limites à la dette, donc c'est pas, on a notre banque centrale qui a notre arme de dissuasion massive, donc c'est pas un problème. Est-ce que les nouvelles limites à la dette, c'est pas juste on arrête de faire de la dette, et donc on prélève éventuellement des impôts, au moment où soit ça fait de l'inflation, soit... Donc voilà, est-ce que c'est pas ça les nouvelles règles finalement? Merci. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre la dernière question de Michel, et puis comme ça on fait un dernier tour de table et on clôt la... Oui, moi je suis tout à fait en accord avec ce que disait Ali, parce que ça correspond au retour de la planification stratégique qui est absolument indispensable. C'est-à-dire, la dette publique n'est pas comme une dette privée, puisqu'elle est souveraine. Ça veut dire que quand un État n'est pas défaillant, la dette publique dure infiniment. Et donc rien à voir avec une dette privée qui doit être remboursée et qui doit s'éteindre. Ce
Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, si on émet en monnaie étrangère. On n'a plus de dette publique véritablement souveraine. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir à la théorie essentielle de ce qu'est la dette publique. Je veux dire, on la connaît en vérité. On sait que ce n'est pas le niveau de dette n'a pas de sens en soi, sauf que la dette publique doit à l'infini rester finie. C'est ça. Sa valeur actualisée doit rester finie. En conséquence, c'est le taux d'actualisation qui est la variable cruciale, et pas aucun niveau de dette, puisqu'il n'existe pas de niveau de dette optimal, il n'existe absolument aucun critère sérieux de type théorique qui définisse ce qu'est 60%, 90% ou n'importe quoi. Donc pourquoi on a sans arrêt ce retour sur les niveaux de dette alors que ce qui compte, c'est le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est connu, c'est la différence entre le taux d'intérêt réel moyen payé sur la dette et le taux de croissance de l'économie. Si on est capable, donc il faut des modèles, rien à faire, il faut des modèles de simulation, et c'est ce que le NGFS essaye de dire au gouvernement, voilà ce que vous devez faire. Des modèles de simulation dans lesquels on introduit ce qui doit être introduit, c'est-à-dire le taux moyen payé sur la dette, le taux de croissance réel, le taux de croissance de l'économie, la structure des échéances de la dette pour sa reproduction, et puis le solde primaire. Le solde primaire. Et le point important, c'est que on doit arriver à trouver des modèles, et toute la question, c'est d'arriver à faire en sorte que le taux d'actualisation reste du bon côté, si j'ose dire, qui permet d'investir, c'est-à-dire qui permet de faire un déficit primaire modéré, permettant d'investir régulièrement, et par conséquent d'augmenter le taux de croissance et de maintenir ce rapport. C'est ça véritablement la soutenabilité. C'est que le rapport qui puisse exister entre le taux d'intérêt moyen payé sur la dette et le taux de croissance reste zéro négatif. Et voilà ce que c'est la condition, me semble-t-il, qui permet d'avancer. Et donc on voit bien à ce moment-là le rôle crucial de la puissance publique, dans les choix d'investissement, dans la structure, si vous voulez, de l'investissement productif qui est nécessaire pour aller à la fois dans le sens écologique et dans le sens de la soutenabilité de la dette dans le temps. Et c'est vrai que la Banque centrale doit soutenir ça. Et en effet, moi je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il y a une inversion d'une certaine manière par rapport, et c'est normal, par rapport au néolibéralisme, puisqu'on doit rentrer dans un univers de planification stratégique entre la responsabilité des États et la responsabilité de la Banque centrale, ce qui change en effet le modèle complètement par rapport à celui qui a été celui du modèle néolibéral, si vous voulez, qu'on a vu jusqu'ici, du monétarisme en quelque sorte. Il faut évidemment sortir totalement du monétarisme pour aller dans le sens qui est essentiel. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Je vais vous donner 1 minute chacun pour qu'on puisse terminer la table ronde, mais vous voulez réintervenir. Merci. Non, je vois que les questions macroéconomiques sont toujours passionnantes, elles m'ont aussi très longtemps passionné toute ma vie. Je vais quand même essayer de me revenir à la troisième boucle de rétroactivité qui manque entre les ministères des Finances et l'agenda transition énergétique. C'est celui du calendrier et du calendrier par rapport au risque d'instabilité financière. Et c'est peut-être pour ça que j'étais peut-être un petit peu impressionné par la présence de Laurent, c'est pour ça que j'ai eu ce coup de mouvement tout à l'heure sur le troisième aspect. Je crois que la Banque Centrale Européenne et d'autres sortent régulièrement des papiers disant que si la transition énergétique ne va pas suffisamment vite et de façon suffisamment régulière, on va nécessairement vers des crashs à un moment donné. Tout simplement parce que ce qu'ils appellent des scénarios de désordre. Donc là aussi, il y a une responsabilité immense des politiques budgétaires pour stabiliser dans le moyen terme, voire dans le court terme, les marchés financiers. Et ce n'est pas uniquement une question de dette. Il y a des arbitrages à faire, je regrette, entre l'investissement, les politiques de soutien
à la transition énergétique et pour stabiliser les marchés financiers. Donc, je répète, les trois boucles de rétroactivité finalement, c'est la boucle avec l'énergie, la boucle avec les politiques publiques et la boucle avec les systèmes financiers. Et donc, si ça, ce n'est pas pris en compte, je pense qu'on va vers une gouvernance qui est complètement défaillante. Merci, Anna. Alors, en une minute, la BCE aujourd'hui, si elle dit je ralentis mes achats, mais ne vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut pour réduire les taux, en fait, elle se contredit. Donc, il me semble, mais on peut en parler après au café. New Monetary Theory ou vieille théorie, j'ai lu le billet de blog que tu avais écrit, qui était hyper intéressant, je vous invite tous à le lire, c'est Xavier qui analyse les intérêts de la New Monetary Theory. Moi, je vous écoute, c'est des très bons raisonnements macroéconomiques, j'ai juste un souci pour le coup d'économie politique, la redistribution. Où est-ce qu'on met, mais peut-être que je ne connais pas assez ce qu'on racontait à ce moment-là, mais on est dans un monde profondément inégalitaire. Où est-ce qu'on met la fonction de redistribution à ce moment-là au gouvernement? Est-ce que c'est l'inflation ou la redistribution la priorité? Si c'est l'inflation, ben moi ça me gêne en termes de justice d'avoir ce type de politique macro. Et donc, c'est ce qui fait que la New Monetary Theory, je suis allée regarder qui est-ce qu'il a proposé dans les années 90, c'est des gens qui font du fonds d'investissement, et c'est les pires néolibéraux du monde, hein, parce qu'ils veulent absolument réduire la capacité de l'État à lever des impôts sur les riches. Ben voilà, c'est quand même ça, le New Monetary Theory. Les Russes de l'histoire. Valras, c'était socialiste, il a inventé le néolibéralisme. C'est les financiers qui ont inventé le New Monetary, qui sera l'instrument de la planification écologique. Bon, une réponse sur Ava Lerner. Je vous invite à lire le discours de Philip Lane, qui est le chef économiste de la BCE, l'Irlandais. Donc c'est pas. Il dit il faut des règles budgétaires où on différencie les cycles de dette. Et la vitesse de consolidation et d'expansion budgétaire doit être adaptée à la dynamique inflationniste du pays. C'est ça qu'il dit, dans un discours officiel. Ça, c'est du Ava Lerner opérationnel. Donc, c'est dans l'esprit européen. Personne ne va le dire comme ça, mais tout le monde sait maintenant que l'outil principal pour gérer la dynamique de l'inflation, c'est la dette publique. C'est le débat américain, le débat américain de Furman, Summers, c'est dire, voilà, ils ont fait trop de dettes publiques, il y a trop de demandes agrégées, il y a un choc inflationniste, 108% d'inflation. Donc ce serait le moment aux États-Unis, et c'est aussi ça, hein, la finance fonctionnelle, hein. C'est pas que expansionniste. Hein. Quand il y a beaucoup d'inflation, il faut augmenter les impôts pour réduire la dette. C'est aussi ça. Hein. Des fois, il faut augmenter les impôts pour réduire la dette, il ne faut pas l'oublier quand même, cet aspect-là. Donc, quand il y a beaucoup de dynamique de demande agrégée, on réduit la demande agrégée en augmentant les impôts, et quand ça ne va pas, on l'augmente. Ça, c'était l'argument global. L'argument d'un ordre redistributif, il est clé dans le dispositif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ça, c'est très macro. Vous n'allez pas augmenter la TVA pour gérer le cycle. La fiscalité, elle gère des redistributions. La question de la redistribution et des préférences sociales pour lutter contre la pauvreté doit être clairement dans l'outil macroéconomique. Mais disons que maintenant, l'outil macroéconomique gère la fiscalité est pensée directement comme gestion de l'inflation. Et ça, c'est complètement nouveau. Et maintenant, c'est central. C'est presque paradoxe. C'est peut-être quasiment mainstream aujourd'hui. Donc, c'est le point 1. Point 2, je suis plus que d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier Baudin, mais on ne peut pas développer. Il y a une sous-instruction vraiment opérationnelle à la transition écologique qui est terrible. Nous, en tant que macroéconomistes, on balade des chiffres, des 3%, de 1%. On n'en sait rien, c'est pas notre métier. Il faut qu'il y ait des vrais ingénieurs qui nous parlent de la mobilité de demain, qui nous parlent de la rénovation thermique, qui nous parlent des éoliens. Et on voit les investissements et après on regarde comment les finances. Mais il faut vraiment l'instruire opérationnellement. Il ne faut pas que les économistes pensent se substituer à vraiment l'instruction opérationnelle. Ce qu'il a dit, et moi je suis tout à fait d'accord, on est impossible de dire aujourd'hui quel est le montant vrai d'investissement public qui vaut pour la transition énergétique. Il y a des chiffres qui circulent, il n'y a pas d'instruction opérationnelle précise par secteur, l'éolien, etc. C'est quand même un peu fou, quoi. Tout le monde parle du réchauffement climatique et on n'a pas l'instruction. Donc soit on dit que France Stratégie, c'est l'agence du climat, soit on fusionne le ministère de l'écologie avec le ministère des Finances, à l'allemande, soit on dit que le Premier ministre est en charge du ministère de la transition écologique, à la position de Jean-Yves Ferry. Mais il faut qu'on avance opérationnellement, il faut sortir du chiffre, parce que sinon
on est sur des montants de dette publique, mais on est à côté de l'enjeu. Il faut diminuer par 2 la consommation de viande, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire pour transformer le capitalisme est un ordre de grandeur plus compliqué que le débat des 3% et 60%. Donc là-dessus, je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat par règle budgétaire, parce qu'on prendrait mal ce débat-là. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Multisectoriel pour penser l'avenir en créant un consensus entre toutes les parties prenantes. Ça me fait penser à une institution pour laquelle je travaillais, ça s'appelle le commissariat au plan. C'est de la planification. On fait une petite pause de 10 minutes. Oui, on fait une pause. Allez, tout de suite pour la dernière.